fait un texte sur les alternatives économiques. Donc je suis complètement dans le sujet. Alors, je pense, être assez bref, c'est-à-dire je vais juste exposer les différentes alternatives que j'ai reprises dans mon texte. Alors quand même, avant, oui. Alors Claude Le Guéranic, alors je publie un journal qui s'appelle La Terre mondialiste 81. Voilà, je le diffuse par internet et aussi papier. C'est le département, c'est du Tarn parce que ça a démarré là. Maintenant, ben, il y a une diffusion nationale qui va un petit peu partout. Sinon, je suis dans le mouvement des objecteurs de croissance depuis le début. J'ai participé à la campagne Bouvet. Enfin, bon, la plupart des gens connaissent un petit peu. Donc, dans ces alternatives, j'ai essayé de distinguer, d'une part, les alternatives intégrées, des alternatives autonomes. Bon, c'est un peu mon jargon à moi, mais en clair, ce que j'ai appelé alternatives intégrées, c'est-à-dire c'est des alternatives qui restent complètement dans le système capitaliste au niveau du fonctionnement économique, mais qui ont un mode de fonctionnement interne qui est, on va dire, un peu alternatif. Et je parle notamment des coopératives, des SCOP, c'est-à-dire qui posent déjà des principes de fonctionnement interne qui sont, on peut dire, alternatifs, c'est-à-dire l'autogestion, entre autres l'autogestion interne. Je dirais pas une suppression totale de la hiérarchie, mais déjà un fonctionnement beaucoup plus horizontal. Donc ça, c'est les scopes. Il y a aussi une différence au niveau du fonctionnement économique, c'est-à-dire que tous les... pas obligatoirement, mais en général, tous les coopérateurs sont intéressés aux bénéfices et comment dire, mais sur le plan économique, il n'y a pas comment dire, un décrochage par rapport au capitalisme. Donc ça, c'est un fait. Alors ensuite, les alternatives autonomes, ce que j'appelle les alternatives autonomes, c'est-à-dire les alternatives qui tentent de fonctionner en dehors du système. Hein. Alors, il y en a plusieurs, c'est-à-dire qu'on non seulement le fonctionnement des scopes, c'est-à-dire fonctionnement à base d'autogestion, mais également qui créent leur propre mode de fonctionnement économique. Alors, celle qui est la plus connue en France, enfin même ailleurs dans le monde, c'est les SEL. Hein. Donc, si tu en parles tout à l'heure, je ne vais pas être trop long sur le sujet. Voilà, qui sont bien connus. Alors, il y a les AMAP. Bon, alors les AMAP, mais ce n'est pas vraiment une alternative, on va dire, autonome, parce que même si il y a une rupture par rapport à l'économie de marché, c'est-à-dire que dans l'économie de marché, les prix sont fonction du marché. Hein. Là, il y a des gens qui se rencontrent, des gens qui produisent et d'autres qui achètent, et ils se mettent ensemble d'accord sur le prix. Le prix de vente. Donc on sort quand même, on commence à sortir un petit peu de l'économie de marché avec les AMAP. Pas complètement, mais c'est un début. Voilà. Alors, ensuite, je voulais parler, je vais parler un petit peu, le distributisme, c'est pas la peine. Il y a un éminent représentant, alors je ne vais pas... C'est plus le même ? Oui, justement, c'est toi qui le feras. C'est toi qui le feras. Alors je continue, alors ça va aller assez vite. Il y a la centrale économique de François Partant. Alors je ne sais pas s'il y en a, il y en a quelques-uns certainement qui connaissent François Partant, qui est un économiste, enfin qui travaillait pour soit des gouvernements, c'était il était missionné la plupart du temps, et il devait essayer d'établir des plans d'aide au développement des pays qu'on dit du tiers-monde, sous-développés. Et très vite, il s'est rendu compte que rien n'était possible dans le cadre général du capitalisme, et notamment par la corruption des pays dans lesquels il travaillait. Il y a eu Madagascar, il y a eu d'autres pays d'Afrique que j'ai plus en mémoire, enfin un certain nombre. Et il en est venu à un moment donné à
cesser son travail parce qu'il n'y croyait plus et réfléchir à un mode de fonctionnement vraiment alternatif. Et c'est là où il a pensé à la centrale économique. Alors, la centrale économique, il s'est inspiré d'un mode de fonctionnement malgache qui s'appelait les Fukolona. Voilà, c'est un mode de fonctionnement, on va dire, un peu tribal, où les habitants d'une même région, enfin d'un même endroit, se concertaient pour réfléchir à la production et ensuite à la distribution. C'était déjà de l'autogestion. Hein. Et ça l'a beaucoup intéressé, donc il a cherché à conceptualiser un peu mieux la chose. Et il s'était dit, pour trouver un moyen une alternative vraiment efficace, il faut que les gens comparent des besoins essentiels, et que les gens se retrouvent dans un même cadre, qui était la centrale économique, et qu'on réfléchisse à comment satisfaire tous les besoins en fonction, évidemment, des compétences des uns et des autres, et notamment par l'usage de multiples monnaies, c'est-à-dire aussi bien de monnaie, la monnaie existante, officielle, que une monnaie, on va dire, créée, locale, que par le troc. Donc lui était ouvert à toutes les possibilités, mais il disait il faut absolument qu'on recrée une micro-société économique. Et il appelait ça donc la centrale économique. Mais il pensait aussi que cette centrale économique devait être un lieu où on permettait, par exemple, on donnait des moyens financiers pour que des gens s'installent, par exemple des jeunes agriculteurs ou des artisans, je ne sais pas quoi, on leur donne que cette centrale économique leur donne les moyens de réaliser leur activité. Donc éventuellement la centrale économique pouvait se charger de trouver des terres, de trouver des lieux, etc., etc. Donc à l'intérieur du système, créer un autre système économique parallèle. Voilà. Alors ça c'était la centrale économique selon François Partant. Alors bon, allez, je vais essayer d'être bref. Le municipalisme libertaire. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Murray Bookchin, je ne sais pas comment on le dit. C'était un anarchiste américain. Murray Bookchin, alors je ne sais pas trop comment on le prononce. Ça s'écrit B-2-O-K-C-H-I-N. Il est décédé il n'y a pas longtemps, en 2006. Et moi je l'ai découvert il y a très peu de temps. En fait, c'était l'un des, on va dire, des leaders de la pensée écologique aux États-Unis. Il n'est pas connu, pratiquement pas connu en France. Et alors lui, le truc auquel il avait imaginé, il s'était dit il faut qu'on parte du local. Et il imaginait un système un petit peu comme la centrale économique de François Partant, mais en partant des municipalités, c'est-à-dire des communes. Et ce qu'il disait, il faut qu'on réinvestisse le pouvoir dans les communes et qu'on organise donc le fonctionnement économique à partir des petites communes. Et voilà, c'était un peu son idée. Alors seulement, il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il est sur le séminaire, Jean Zin, il y en a qui connaissent Jean Zin? Ouais. Non. Comment? Il est pas là. Bon. Alors, Jean Zin, c'est une des personnes en France qui a cherché à populariser ces idées-là et qui a mis même à disposition un kit. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle, mais bon. Un kit pour mettre en place une coopérative municipale. Et, mais je ne crois pas qu'il y ait aucune commune qui ait accepté de mettre ça en place. Il a essayé, et notamment, il pensait à un mixte entre le fonctionnement des SEL et coopératives municipales. Il s'était dit que peut-être il y avait quelque chose à faire, et je pense aussi qu'il y a sûrement quelque chose à faire. Voilà. Là-dessus, il y a quelqu'un qui est présent, il y a des gens qui sont présents ici, mais qui ne sont pas dans cet atelier, qui vont parler de la transition, ville en transition, et c'est exactement ce
ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire une organisation au niveau municipal sur un terme de 20 ans pour se décider qu'est-ce qu'on produit, qui le produit, où et comment. Voilà. Donc ça va être présenté dans un autre atelier. D'un sel depuis 5 ans et dans le sel je fais partie, on a commencé à expérimenter, on commence à expérimenter la, comment dire, une sorte de planification, c'est un grand mot, mais organisation des productions, et notamment du jardin, hein, avec production potagère, etc. Donc, dans un sel, on peut faire ça. On peut faire ça, et voilà, mais il y a plein de choses possibles. T'en diras. Bon, ben, c'est bon. Vas-y. Le distributisme est une enveloppe générale qui actuellement coiffe l'idée d'une économie sans profit monétaire. Il y a deux options. Une option, celle que j'ai reçue, que j'ai diffusée assez largement, que j'ai reprise de Jacques Duboin, avec l'usage d'une monnaie très particulière qui s'annule au moment de l'achat. Le problème, c'est pour expliquer comment ça fonctionne. C'est très rapide. Dans l'ensemble, on chiffre les produits et richesses existantes, le fruit du travail pendant un certain temps. On le chiffre. On fait le total, on distribue la somme aux usagers. Les usagers vont reproduire les choses dont ils ont besoin selon leur usage. C'est quelque chose qui est intéressant parce que ça, disons donc, et c'est ce qui m'intéressait pour moi, qui venait d'un milieu où je travaillais dans un milieu autour des inadaptés, enfin bon, des gens qui sont exclus du travail, tout ça, et ça permettait d'avoir un revenu d'existence non pas redistribué sur les profits monétaires, mais sur les richesses réelles produites. On n'était plus obligé, on n'était plus dans son revenu d'existence complice en quelque sorte des profits qu'il faut faire à n'importe quel prix écologique et social. J'ai défendu cette hypothèse et ici encore il y a Éric Gougeot qui la défend parce que il pense que la seconde, celle que je vais vous exposer maintenant, n'est pas encore accessible, les gens ne sont pas encore prêts à l'accepter. La seconde hypothèse, c'est une économie sans monnaie. Alors comment ça se passe? Au lieu que la banque émette de l'argent sans intérêt, comme c'est le cas dans le distributisme, on va dire historique, le premier distributisme, au lieu que la banque émette de l'argent pour les entrepreneurs ou pour faire le total des produits et services et la redistribuer sous forme d'un revenu d'existence complet et non pas partiel, la banque est un instrument de regroupement de toutes les données, de toutes les ressources disponibles, aussi bien les ressources de la terre que les ressources du travail, je veux dire les produits du travail. Et cette banque le fait d'abord localement. Alors, aujourd'hui, c'est une comptabilité matière qui est tenue par toutes les entreprises. Quand vous allez dans un prix unique, n'importe quel entrepreneur, son entreprise tient d'abord une comptabilité matière. Et puis, les prix varient. On n'a rien à faire des prix. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir accès aux choses sans être obligé nécessairement de les payer. S'il y en a, et tant qu'il y en a, on doit pouvoir en disposer. Alors l'idée, c'est que la banque locale collecte toutes les données locales sous forme de code barre
on le fait couramment. Et si vous êtes entrepreneur, vous avez, alors, ces données sont mises en réseau avec toutes les autres banques, et si vous êtes entrepreneur, par exemple, moi j'ai inventé une machine à laver sans eau, n'est-ce pas? Pour faire ma machine à laver sans eau, j'ai besoin de faire des études et autre chose comme celle-là. Je vais calculer sur ordinateur toutes les choses dont j'ai besoin. On me dira il y en a, il n'y en a pas, il y en a, il n'y en a pas, etc. Je vais pouvoir faire un projet, un avant-projet, et je serai alimenté. On ne pourra pas comment dire, tant qu'il y en a, on ne peut pas me refuser les entrées. Ensuite, une fois que mon projet est bien établi, et ça, l'ordinateur peut nous aider à l'établir, voir quelles sont les contradictions, etc. Là, il y a discussion nécessaire entre les usagers pour savoir est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est bien utile, quelles sont les conséquences sur l'environnement, est-ce qu'il va dépenser en moins en eau, je vais peut-être le dépenser en plus en électricité. Donc il y a toutes sortes de calculs à faire là, qui sont des choses qu'on peut faire aujourd'hui en toute transparence, sans avoir à les chiffrer, à mettre des chiffres monétaires dessus, qui en fait nous refusent l'accès, parce que si on n'a pas l'accès, si on n'a pas l'argent, on ne peut pas aller le chercher, on ne peut pas... Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, alors, toutes les banques sont donc mises en réseau, et les besoins, les entreprises, les alternatives, au moment où elles se lancent, disent, voilà, on a besoin de ceci, de ceci, de cela. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? La banque vous le dira, la banque de données vous le dira. Dans l'espace le plus proche, on pourra faire du plus proche au plus lointain. Si on n'a pas là, on ira un peu plus loin, on ira un peu plus loin, etc. Et voilà pour ce qui est de la gestion de l'entreprise. Maintenant, pour ce qui est de la façon dont les usagers ont accès aux choses. L'idée, là, est... Alors, je vais simplifier, je vais dire, ils ont une carte d'accès. Ils ont une carte d'accès. Cette carte, elle est anonyme. C'est-à-dire, il en a une, il peut me la prêter. C'est une carte. Tout le monde a sa carte. Dans cette carte, vous ne l'introduisez pas pour dépenser. Au moment où vous allez au magasin, les choses que vous allez prendre vont entrer dans la carte. C'est-à-dire, il en a pris, il en a pris, il en a pris, il en a pris. À partir d'un certain point, on est aujourd'hui capable de stopper, de dire, attention, ça va manquer. On est capable de le savoir. Alors, si j'en ai pris plusieurs fois sur ma carte, on va me dire, non, tu ne peux plus en prendre. Mais lui qui n'en a pas encore pris, il peut très bien en prendre. Vous voyez? Et c'est une gestion, un accès direct aux ressources et hyper prudentiel. C'est-à-dire qu'on mettra au point des fourchettes de prudence, en quelque sorte, pour jusqu'à quel point c'est renouvelable, etc. Tous les produits et services sont affectés de quotient de renouvelabilité, de recyclage, et toutes ces choses peuvent être mis aujourd'hui en étudiés. Alors là, on a besoin de mathématiciens pour le faire, bien sûr, mais c'est très faisable et ça se fait même pour des... Alors, sur le plan, c'est déjà techniquement faisable. Sur le plan politique économique actuel, ça urge. Parce que qu'est-ce qui va se passer? La crise. Il va y avoir un fléchissement de toutes les productions parce qu'on ne fait plus de profit monétaire dessus, parce que les gens ne vont plus acheter et on va licencier en masse. Alors, on va se retrouver comme en 1936, comme en 1934, avec, après la crise de 1929, avec des stocks que l'on va brûler, on va détruire pour soutenir les cours, et on verra des malheureux crever de faim
devant des produits qu'on est en train de détruire. Avec un système comme celui-là, ça permet de renouveler les richesses d'une manière objective, d'une manière prudente, toujours prudentielle, qui revient dans ma présentation, écologique, on dira, de telle sorte que tout le monde puisse y avoir accès et se mobilise pour le renouvellement des richesses, des choses dont on a l'usage, et non plus pour avoir l'argent, l'argent qui permet d'acheter, qui en fait, l'argent est une façon de nous refuser très souvent l'accès aux choses. L'argent est un moyen de nous barrer l'accès aux choses. Tandis qu'avec un système comme celui-là, on passe à l'accès direct aux choses en fonction des ressources disponibles. Aujourd'hui, on se moque pas mal de savoir si les choses sont renouvelables. En fait, c'est tardivement qu'on s'en aperçoit, quand ça commence à manquer, et à ce moment-là, les gens misent tout de suite, se précipitent, se disent « Ah, ça va manquer, donc je vais en acheter », et on voit les cours monter, et ceux qui n'ont pas acheté à temps ou qui ne sont pas assez riches, ça leur passe sous le nez. Oui. On a donc, avec un système comme celui-là, sans argent, une façon de justice sociale et de prudence écologique. Il faut y réfléchir, il faut évidemment mettre ça au point. J'attire votre attention sur le fait que, au moment où une entreprise lance son projet, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, ce projet, il est étudié selon toutes ses entrées et toutes les conséquences qu'il peut avoir, matérielles, sur le plan énergétique, qu'est-ce qu'on peut l'économiser, etc. Si cet appareil-là entre fait double emploi avec un autre, est-ce que la synergie de tel appareil avec tel autre appareil, ce ne serait pas plus commode? Bon, on peut donc, de cette manière-là, calculer les entrées, en dépenses, d'une manière objective et bon. Au moment de prendre la décision ne va pas se faire par ordinateur. L'ordinateur nous dira c'est possible, voici le système le plus optimal pour faire marcher cette entreprise. Il reste encore à réfléchir, est-ce que ça correspond bien à nos usages? Est-ce que ça contredit ou pas les usages que nous avons habituellement? Est-ce que ça va pas gêner notre identité? Va-t-elle se conserver avec ça? Bon, et c'est une première chose. Une deuxième, c'est que faire en sorte que les entreprises doivent, dans leur cahier des charges, ça c'est moi qui le dis, devraient introduire dans leur cahier des charges un codicile, une donnée, de telle sorte que tout le monde puisse participer à l'entreprise, que l'entreprise elle-même soit pédagogique. C'est-à-dire que, bon, j'ai fait ce projet de machine à laver, sans eau, ça intéresse quoi? Les mathématiciens qui sont intéressés par les fluides, les flux qui vont brasser les tissus pour faire tomber la poussière et l'aspirer par ailleurs. Vous voyez, je ne vous explique pas ma machine à laver, elle va venir un jour, vous verrez. Et donc, de telle sorte que, alors, ça s'inscrit dans telle coulée technologique. On prévient toutes les techniques qui tournent autour de cette chose-là. Et aussi, bon, les entrepreneurs, les entreprises doivent devenir des entreprises pédagogiques, telles que n'importe qui puisse s'introduire dans n'importe quelle entreprise pour au moins pouvoir y faire quelque chose. Et petit à petit, le fait d'entrer dans les entreprises, dans différentes entreprises, par la petite porte, puis j'ai appris ça, puis j'ai appris ça. Pour moi,
l'idéal, ce serait une société de travailleurs papillons, qui font une entreprise à une autre, apportant les expériences qu'ils ont déjà eues ailleurs, n'est-ce pas, pour en faire profiter les lieux où ils vont investir, où ils vont apporter leur force de participation, on va plus dire de travail. Alors c'est sur cette chose-là que je réfléchis de plus en plus et que je demande à ce que l'on réfléchisse. D'abord, abolition de la monnaie, tous les avantages d'une justice sociale, puisque la monnaie n'est plus hiérarchisée, les revenus ne sont plus hiérarchisés, et on a de cette manière-là une gestion objective des ressources, des produits et services existants, des retours au niveau du recyclage, etc. etc. Oui, et donc on a une société qui se développe selon, il me semble, tout ce que pouvaient espérer les objecteurs de croissance et qui ne réussiront jamais à obtenir dans une économie avec des profits monétaires. Je ne sais pas si vous avez bien compris, si je peux vous donner des explications nouveaux sur la carte d'accès. Production, par exemple, vous parlez des biens comme s'ils tombaient du ciel et que ça coûtait rien. Ils ne sont pas tombés du ciel, ils sont là, madame. Attendez, on continue, on prend quelques questions parce que... Bon, moi, je ne pose pas une question. Je vais vous expliquer comment j'en arrive à me retrouver avec Jean-Paul, ce qui s'est passé. Pour moi, l'économie, c'est des besoins et des ressources. Et j'étais borné sur le terme de besoin. Les besoins primaires, on sait que cela, on ne peut pas... Et Jean-Paul m'a fait glisser de la notion de besoin à la notion d'usage. Parce qu'on a des besoins dont on n'a pas forcément l'usage. Et puis, il y a certains besoins qu'on s'est créés dans sa tête. On en parlait ensemble il y a quelques temps. Moi, par exemple, je deviens maniaque des outils. J'en ai pas forcément... ça me paraît être un besoin, mais j'en ai pas l'usage. Donc, cette notion-là, elle m'a été assez difficile à digérer. Elle me l'est encore. Parfois, c'est un peu ambigu, mais c'est important de faire le passage entre le besoin et l'usage. C'est tout ce que j'avais dit. Société, ce qui est quand même le but, changer de société, comment est-ce qu'on fait face à un pouvoir pareil? Quel pouvoir économique on peut mettre en place qui va prendre la place de l'économie telle qu'elle est là actuellement? C'est pas, à mon avis, c'est très intéressant d'aligner des façons d'enlever le pouvoir à ces gens qui nous dirigent et qui nous dirigent au nom des profits monétaires. Ah ben, s'il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de profit monétaire. Et je suis alors parfaitement d'accord justement avec l'hypothèse distributiste qui est de travailler pour produire quelque chose d'utile, quelque chose dont on a besoin et qu'on aura déterminé nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Ben, comme disait aussi Claude, dans les municipalités, je ne sais plus comment tu appelles ça, mais enfin les municipalités libertaires, on détermine nous-mêmes de quoi est-ce qu'on a besoin, comment est-ce qu'on veut le produire, avec qui, et en faisant attention à l'écologie et à tout ça. Et ça rejoint parfaitement le distributisme, je trouve. Pour moi... quel est le rapport entre le distributisme et le revenu d'existence? La première question, c'est le distributisme ou tout système différent ne se pose-t-il pas sur un axiome qui serait la moralisation de la demande? C'est-à-dire, si je suis un individu qui va avoir un parcours naturel pour faire mon petit jogging, c'est pas du tout la même demande que moi, mon loisir, faire une croisière en bateau. Donc, apparemment, ce n'est pas le même coût pour la société. La deuxième question, c'est par rapport à ces ressources qu'auraient les entreprises, quel est le rapport entre l'offre et la demande? C'est-à-dire, donc, si à un moment donné, il n'y a pas, comment ça se passe pour répondre? Et la troisième, qui sera plus philosophique, puisqu'on est sur une relation à l'usage, l'art dans tout cela. C'est-à-dire, si je suis artiste... Comment je vis, puisque ça ne correspond à rien dans l'utilisation de l'usage. Voilà.
Que tu as parlé de l'inventaire des ressources matières existantes, mais pour moi, il y a des ressources et des richesses qui sont créées par la société, qui sont les services. Hein, comment on introduit les services qui ne sont pas jamais existants, ils sont à donner. Voilà, il y a des questions sur la monnaie locale et la monnaie officielle. En gros, comment ça marche la monnaie locale, quoi. Voilà, les coûts. Quel intérêt? Pourquoi c'est mieux? Pourquoi c'est mieux? Voilà, les coûts de production. Sur cette question, je veux bien. Les besoins, est-ce qu'il y a des besoins qui sont très importants? Oui, puis sur la relation capitalisme et profit monétaire, je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir intervenir là-dessus. Non, on donne 2 temps de réponse et puis après on repart, parce que sinon... Remet dans le plateau l'exploitation ouvrière, l'exploitation des gens par le travail, et puis la consommation et la consommation et la consommation. Grâce à ce système-là, c'est un système qui permet de faire de la consommation et de la production d'une manière exponentielle localement. Hein, c'est pour ça que ça avait été... C'est pour ça que M. Silvio Gesell avait... C'était très mal terminé sa prestation. Et je ne vois pas qu'est-ce que des personnes qui prétendent être objecteurs de croissance voient d'intéressant dans une monnaie qui se dévalue exprès pour qu'ils achètent. Si je peux finir, je vais terminer. Oui. Donc, l'objectif en général de ces monnaies, c'est, comment dire, d'une part de relocaliser l'économie, parce que la relocalisation de l'économie fait partie si tu veux, des thèmes essentiels par rapport à la décroissance. Si on veut être décroissant, forcément, la relocalisation de l'économie, c'est indispensable. Bon, et donc la monnaie locale sert entre autres à ça. L'autre aspect, c'est aussi, comment dire, quand on dit sortir du capitalisme, comment on peut sortir du capitalisme? Alors je ne sais plus qui a dit, eh bien, pour sortir du capitalisme, entre autres, il tient surtout par une monnaie, la monnaie universelle, qui peut être l'euro, mais comme elle est convertie. Hein. Bon, alors, le fait de cesser d'alimenter la monnaie officielle fait qu'on contribue, on ne peut que contribuer à la sortie du capitalisme. Notamment... C'est un système capitaliste concurrent du système capitaliste ouest-européen et américain. C'était quand même un capitalisme d'État. Comment? L'URSS c'était aussi un capitalisme d'État. Et ils ont fait quand même une monnaie... historique. Se sont chamaillés, n'arrêtent pas de se chamailler avec, oui, mais s'il y a un revenu d'existence, est-ce que ce revenu sera plus ou moins élevé? Est-ce qu'il sera égal pour tous? Jacques Dubois, avant-guerre, avait écrit un livre qui s'appelait « L'égalité économique ». Bon, alors, il s'est fait rentrer dedans par tous ces capitaines qui disent oh, « Arrête, fais pas cette connerie, parce que les gens ne vont pas accepter. Tu lui dis que tous les revenus vont être égaux. Oh, tu te rends compte, on n'est plus crédible avec ça. » Alors lui, il avait dit « Bon, d'accord, l'économie distributive peut se faire sans ça. » Mais l'essentiel de l'économie distributive n'était pas là, et il est dans la question de la gestion de l'abondance. Le problème du distributif, depuis que j'ai passé 12 ans là-dedans, hein, j'ai fait 12 ans de distributif, j'ai fait mes classes en distributif, j'en sors, vous voyez, du distributif historique. L'abondance, j'en ai marre de l'abondance, de la rareté, tous ces trucs, j'en ai marre. Je dis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On va demain crever de faim devant des richesses qui sont accessibles, auxquelles on n'a pas accès, parce qu'on ne peut pas en faire de profit monétaire. Alors je dis, il est urgent de comptabiliser matière, toutes les richesses existantes, tous ces produits, que ce soit en abondance ou n'importe, je m'en fous, du moment que les gens y aient accès. L'abondance, les quantités disponibles, c'est mathématiquement chiffrable. On peut faire des codes prudentiels justement pour y avoir accès, savoir à partir de quel moment on en a pris trop, à partir de quel moment ça risque de manquer, et à ce moment-là, on fait une gestion qui est tout à fait... Madame préfère savoir que, par exemple, là-bas il y a des... Non, excusez-moi, mais vous m'avez posé la question, comment est-ce qu'on aura accès aux ressources? Mais pourquoi est-ce que cet accès aux ressources devrait-il être monnayé?
Pourquoi l'accès aux ressources? Qu'est-ce que ça change que cet accès aux ressources soit monnayé? Regardez, alors, actuellement, le pétrole, il vaut ça, il vaut ça, il vaut ça, il vaut ça. Comment est-ce qu'on paye les coûts de production? Comment est-ce qu'on paye? Mais on n'a pas payé les coûts de production. Les coûts de production, ça fait partie des... Ça fait partie, excusez-moi, ça fait partie des... Les coûts de production, ce ne sont pas des coûts monétaires, ce sont des coûts matériels. Vous avez besoin d'une certaine quantité d'énergie, d'un certain... Vous avez besoin de choses matières. Voilà. Alors, vous n'avez pas... Ça, c'est pas des coûts monétaires. Ce sont des coûts matériels. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, on est d'accord ensemble. On peut enchaîner sur la question, je pense, puisque le distributisme étant basé sur l'usage, sur le besoin, tu demandais comment, est-ce que c'est une moralisation de la demande? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des bons usages, des mauvais usages? Comment on détermine les bons usages? C'était ça la question. Oh, oui, la question. Pardon, excusez-moi. Satisfaite de la réponse. Excusez-moi. Bon, alors on termine sur le revenu d'existence. Je ne suis pas tout à fait satisfaite de la réponse, tout simplement parce que, par exemple, qui va déterminer les besoins ou les nécessités d'un enfant? Non, mais par exemple d'un enfant. Nous sommes bien d'accord, s'il vous plaît, sur cette question-là. Moi, si j'entrais dans l'écologie, c'était aussi à cause de ça. Il y a les besoins de base. Manger, boire, dormir, etc. Ça, c'est le besoin plancher. Il y a ce que toute civilisation en fait. Toute civilisation fait avec son... Les Chinois mangent comme ça, les Indiens comme ça, etc., etc. Et le processus civilisationnel, c'est justement toutes ces variations qui s'introduisent sur les besoins de base. Pas les uns mangent comme ci, les gens... Lévi-Strauss commence un truc, même la position de la main pendant la miction chez les hommes, c'est des signes de civilisation. Vous voyez, sur des besoins aussi élémentaires que ça, n'est-ce pas, tenir son zizi, ça bien singularise une civilisation par rapport à un groupe social par rapport à un autre. Bon. Et ça, c'est un exemple bête, mais là-dessus, sur l'utilisation qui est faite, la façon dont nous interprétons nos usages, nous interprétons nos besoins de base, il y a à partir de ce moment-là un foisonnement de nouveaux besoins qui vont se greffer là-dessus. Ah, ça serait bien si je faisais comme ça, si je faisais comme ça. J'apprends à faire des crêpes, oui, je vais essayer de faire des crêpes meilleures. Et je vais perfectionner dans les crêpes. Je vais perfectionner tellement qu'aujourd'hui, si jamais vous avez besoin de faire votre petit pipi, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller vous isoler, d'aller dans le cabinet, etc. etc. Vous voyez, et ça crée des tas d'ensembles de nouveaux usages dont on a besoin. Ce sont des besoins au 2e, 3e, 4e degré. Alors, les écolos arrivent là-dessus et ils disent « Ouais, est-ce qu'on en a vraiment besoin de ça ?» Non. Est-ce qu'on en a l'usage? Si on en a besoin, on ne peut pas discuter sur le besoin. Si on va discuter sur les usages. Quel usage on en a? Par pas remplacer cet usage-là par un usage qui soit plus proche de, et bon. Alors là, il y a une réflexion à mener, ce qui ne veut pas dire qu'on va devoir tous s'habiller comme des moines. Hein. La civilisation ne va pas l'arrêter, c'est bien, j'ai rien contre le fait qu'on fasse ici les petits zigouigouis, les trucs comme ça, mais je ne vois pas pourquoi on me les vendrait. Je ne vois pas pourquoi on gagnerait de l'argent là-dessus. Je ne vois pas pourquoi on me séduirait, n'est-ce pas, on me ferait des ding-ding, ah, tu vois, tu n'as pas le machin qui et pas crache derrière. Mais bon, bon, vous voyez ce que je veux dire? Tous les jours, on parlait tout à l'heure, une personne a parlé d'art, n'est-ce pas? Moi, je pense que l'homo politicus futur, c'est un artiste. C'est un monsieur qui s'investit dans des activités de son art, qui n'arrête pas d'inventer, de faire du mieux, mais il n'est pas obligé d'être payé pour ça. Il n'est pas obligé, parce qu'il a introduit un petit peu de mieux, de dire « Hein, patron, ça vient l'oseille ?» Vous voyez ce que je veux dire, hein? Nous, les retraités, on n'arrête pas de s'investir dans des tas de trucs, on ne demande pas l'oseille. On le fait par plaisir. Et combien de jeunes s'investissent dans des tas de trucs, ils ne le font pas pour l'oseille, ils le font pour les copains. Hein? Bon.
pourquoi est-ce que ça ne se généraliserait pas? C'est ça la loi humaine, si j'ose dire. C'est pas parce que nos systèmes nous interdisent de vivre ça spontanément que on est y est condamné. Sinon, c'est pas vrai. Par rapport au service, mais disons, voilà, tu m'as pas dit comment on pouvait chiffrer. Hein, non, on ne chiffre pas. On ne chiffre pas. Ben non, on chiffre plus. Mais on fait l'inventaire. Tu viens de parler de coût matériel, c'est-à-dire que tu donnes une valeur aux objets. Non. Mais tu as parlé de coût matériel et tu parles jamais de... Tu l'as ou pas? Tu as le matériau pour le faire ou pas? Oui, mais tu ne parles pas du coût de travail. C'est-à-dire, moi j'appelle ça la valeur travail. C'est-à-dire dans tout objet, hein, tu dis, on ne parle pas de valeur ni de coût dans ton système. Non. Donc je ne comprends pas. Oui, mais en tout cas... Disons, j'arrive pas à comprendre, c'est la 4e conférence où j'assiste et le 4e débat, j'ai toujours pas compris comment tu chiffrais les ressources, tu les mettais sur le tapis et tu dis après on va les On ne les chiffre pas, enfin si j'ai bien compris, oui. on ne les chiffre pas en valeur monnaie. Oui, mais pourquoi tu parles de coût? Non, il ne faut pas parler de coût. Tu viens d'utiliser le mot coût matériel. Oui, mais coût matériel, c'est par exemple une heure de travail. Oui. Voilà, c'est un coût matériel. Ou alors il faut une tonne de sable. C'est bien une valeur. C'est pas une valeur monnaie. Oui, mais tu dis les ressources. Quand tu parles de ressources, tu parles de ressources matières. Tu as dit les ressources qui sont sur la planète. Pour moi, une ressource qui est sur la planète, ramasser une pierre, c'est pas la même chose que d'avoir une roue en... Je comprends pourquoi on a... Attends, j'espère y arriver. Je peux lui répondre, s'il vous plaît. Alors, dans l'entreprise d'une telle, il y a un coup de feu en ce moment, hein, parce qu'on manque de telle chose. Bon, ce coup de feu, ça veut dire qu'il va falloir s'y coller. Il y a plein de personnes et y aillent. Bon. Dans une société où on n'est plus à courir après le travail pour vivre, on crée un appel et on dit, vous savez, là il y a un besoin. Il y a un besoin de venir participer, d'aider. Ce qu'on va le faire ce midi, on va aider là les personnes. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre, hein? C'est du travail. Oui, comment? C'est du travail. Alors c'est du travail, c'est la participation. C'est une participation. Et le but d'une société, du point de vue moral et du point de vue organisationnel et politique, c'est de faire que dès le plus jeune âge, les personnes soient non pas spécialisées dans un boulot et bien l'idiotisme de métier, c'est-à-dire isolées complètement sur un métier, mais aient une vision transversale des métiers, des matériaux, des choses, des endroits où ils peuvent intervenir, et qu'on décompose d'une manière, qu'on sache décomposer, les processus de fabrication de telle sorte que le premier venu puisse s'y introduire. Aujourd'hui, le premier venu, c'est le Sénégalais qui c'était longtemps ça. Et du coup, on l'exploitait. Là, il n'y a pas de raison que quiconque se sente dévalorisé de faire un travail plutôt qu'un autre. On y participe et ce service est à la charge de tout le monde, selon les... Attends, on va laisser la parole. Que justement, ça moralise tout de suite la production et la répartition, puisque c'est décidé localement par des collectifs locaux, finalement. Donc les collectifs locaux, normalement, ils vont être raisonnables. Et si on s'en tient à répertorier des besoins essentiels, disons, des besoins vitaux, des besoins... Bon, et il y aura beaucoup plus d'artistes que maintenant, à mon avis. Et en plus, comme il n'y aura plus de propriété intellectuelle, ce qui est un vrai scandale, quoi, à ce moment-là, ça peut tout à fait, je trouve, ça peut favoriser, alimenter la créativité des uns et des autres, et puis ça fait partie de la vie, et puis c'est une vie qui devient agréable. Les services, ils sont inhérents à la façon même dont on organise la société ensemble. Il n'y a plus besoin de service social, on a une solidarité entre nous. L'école, c'est pareil, on refonde toutes les choses, quoi. À partir de... Quelque chose d'autre, mais on est quand même dessus. Hein. J'ai été professeure d'information et de communication dans un IUT, après avoir été journaliste pendant longtemps. Donc, je me suis
énormément intéressée à ce qui a été dit tout à l'heure sur la société de l'information. À partir du moment où on n'a pas le vocabulaire pour dire les choses, ces choses n'existent pas. Donc, comme le vocabulaire de la finance a tout envahi, vous savez qu'on peut dire aujourd'hui que quelque chose a un coût affectif. C'est un coût affectif. Hein. Donc, on s'est complètement laissé envahir par ce vocabulaire. Et moi, je me suis rendu compte que quand j'étais en face des étudiants, c'était la première fois, je n'étais pas du tout enseignante, hein, c'était le hasard, j'ai été affolée par le fait qu'ils n'avaient aucun autre langage que le langage de l'argent pour décrire des choses qui sont des activités humaines gratuites et complètement gratuites. L'idée de gratuité, même, ne les effleure pas. Quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas, parce que ça n'a pas été valorisé, on va dire. Hein. La notion de valeur, par exemple, aujourd'hui, quelque chose qui a de la valeur, on va, je pense, entendre parler des logiciels libres. Bon, on était énormément là-dedans. Hein. Je ne vais pas prendre la parole longtemps, mais je pense que c'est important, cette notion de gratuité. Parce que c'est pas quand on dit à quelqu'un « je te donne quelque chose hein, », on pense que c'est dans une sphère extrêmement personnelle, extrêmement réduite, la sphère du couple ou de la famille. Quand on dit aujourd'hui, en termes de crise, où est-ce que les gens arrivent à se mettre dans du cocon, à se protéger, ben dans une sphère gratuite. Et on dit la sphère de la famille. Dès qu'on arrive à la sphère de la société, hop, c'est plus gratuit. C'est gratuit que quand on s'aime, en fait. C'est gratuit quand on a des liens du sang. Alors là, oui, là, ça devient gratuit et acceptable que ce soit gratuit. Mais non, mais, tu vois, j'ai ressenti ça chez ces étudiants et je vous assure que nous devons faire un très gros effort, tous, en termes de vocabulaire, en termes de sémantique. On sait que là-dessus, ils ont énormément gagné, les libéraux, hein, les capitalistes, ils ont gagné en termes de sémantique. Nous devons faire cet effort et comme ça, on n'aura plus la question « Tu as dit coup ?» Oui, tu as dit coup d'ailleurs, Jean-Paul, tu as dit coup ? Je l'ai entendu. Bon, donc il faut absolument qu'on fasse attention là-dessus. Voilà. Il y a un terme que j'aimerais qu'on supprime de la même manière qu'on veut supprimer l'argent, c'est le terme de travail. D'abord parce que c'est un très vieil terme. Hein. Travail, c'est tripalium. En fait, c'est se faire enculer. Hein. Donc, on va le supprimer. L'espèce humaine est active. Et à la place de travail, je préfère le terme d'activité. Hein. Donc, pour travailler, je reprends l'exemple de l'art. J'ai la chance d'être un peu artiste et d'en vivre jamais, monétairement. Et je m'en fous. Hein. Bon. Donc, nous nous retrouvons dans une société distributiste. Je vais avoir usage de pinceaux, usage de matières premières, de peinture, et j'ai ce besoin d'activité de faire une toile. Je vais voir, je prends la carte de Jean-Paul, parce que lui, il ne touche pas, hein, je prends la carte de Jean-Paul, je lui prends ses pinceaux, je lui prends sa peinture, je rentre chez moi, sa toile, je rentre chez moi, je fais la toile, je la mets dans la rue, dans le local du coin, et j'ai eu mon activité, je suis content, je m'en fous. Maintenant, tu regardes pas, je m'en fous aussi, et c'est tout. Non, ça se termine là. C'est pas vrai qu'on s'en fout, la reconnaissance c'est important. Non, mais c'est une image, c'est une image. Mais peut-être que les générations futures la regarderont, ça toi. Est-ce que la reconnaissance, c'est que tu vas me filer 10 balles? Voilà, j'en ai rien à foutre, voilà. On pense tout de suite aux mots producteur et consommateur. Ça, c'est des mots dont j'ai horreur. De plus en plus horreur. Il y a aussi exploitant agricole qui est pas mal. Oui, tout à fait. Alors, sinon, bon, donc sur la monnaie, on reviendra plus tard. Ouais. On est d'accord pour revenir ça plus tard. Alors, moi, j'ai eu l'impression, Jean-Paul, que tu n'avais pas tout à fait répondu à la question du revenu universel. Alors, moi, personnellement, je sens une légère contradiction entre le fait de partir des usages, des besoins et de l'autogestion, hein, quand même un fonctionnement autogéré partant du local, et le fait du revenu universel qui est un principe plutôt centralisateur, qui ne part pas des besoins mais qui part d'un a priori donc, de besoins. Et je vois personnellement absolument pas comment ça peut être, comment dire,
financer, puisque revenu universel, hein, c'est la monnaie. Et donc, est-ce que Jean-Paul, tu pourrais nous donner quelques éclaircissements? Il n'a pas existé. Financé. Il est supprimé. Je soutiens la question. L'idée est... Quand j'ai adhéré au distributisme de papa, bon, j'ai même vendu, si on veut employer les plus j'ai vendu et revendu le distributisme avec un revenu d'existence complet basé sur le quotient individuel de la production générale, du chiffre général, du PIB. Mettons PIB général, mais à un certain moment, on divise par 60 millions d'usagers, bon, on dire grossièrement, hein, et puis ça fait tant. Bon, c'était à peu près ça l'idée. Bon, alors il y a eu des interprétations et tout ça. Ça me gonflait ce truc déjà, mais j'étais bien obligé à l'intérieur de ce système-là de le défendre. Bien. J'ai quand même le droit de réfléchir. Tout à fait. Merci. J'ai le droit de dire maintenant, je ne veux plus entendre parler de revenus. Il me semble que nous devons avoir un accès direct aux choses quand il y en a, puisque nos copains, nos amis y ont travaillé, ils n'ont pas fait pour rien, donc ça doit avoir une utilité et je dois y avoir accès. Tant qu'il y en a, j'ai le droit d'y avoir accès. Quand il n'y en a plus, quand ça commence à manquer, ça doit rétroagir sur les producteurs et c'est tout. Je n'ai pas besoin de revenus. Donc, plus de monnaie, plus de revenus. On est d'accord. Voilà. Si on n'a La pas... modératrice a une question. Ah bah on a le droit. Hein, d'une manière immodérée, même. Mais oui, et comment on contrôle les usages et les besoins excessifs? Tu reviens à ma notion de moralisation de la demande. Ça, c'est intéressant. Mais là, on peut... Là, excusez-moi, mais là, si vous avez un moyen de les contrôler, c'est celui-là. Parce qu'actuellement, c'est contrôlé par quoi les moyens excessifs? C'est pas c'est contrôlé, on vous pousse à acheter, etc. Toute cette... par la monnaie, vous les avez, Ah, tu vois, moi j'ai acheté ça, il vaut plus cher que toi. Vous voyez ce que mais ça ne répond pas à mes questions. Si j'arrive dans mon microcosme local et que je dis, voilà, moi j'ai besoin je souhaite avoir une piscine parce que j'ai plein de petits-enfants qui viennent en vacances chez moi et ça leur fait plaisir, etc. Qui me dit, tu n'as pas le droit à une piscine? Qui me le dit? Piscine municipale. Non, mais qui me le dit? Qui me le dit? Et qui décide que j'y ai droit ou pas droit? C'est le le chef du quoi? Enlève ce mot chef et parti. Voilà. Non, notre chef est parti, supprime. Voilà. Sémiologie négationniste. Effectivement, des questions qui reviennent, qui sont toujours sensibles, de celui de s'approprier. Alors là, madame, Geneviève tout à l'heure parlait de mots et puis comment qui reviennent de cette sémantique. Mais là, c'est c'est pire qu'une sémantique. C'est l'idée que les gens vont tous vouloir leur piscine particulière, vont tous vouloir une voiture Comac. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, là, à mon sens, si on veut que, justement, changer de mentalité, changer cette mentalité que nous avons tous, actuellement, grâce aux objecteurs de croissance, ça commence à diminuer, mais d'avoir, il me semble que dans la mesure où les gens s'occuperont autrement et où ils n'auront pas la trouille de manquer et où il y aura, une gestion raisonnée une gestion objective des choses, ils n'auront plus à il me semble que là on tombe sur des choses. L'exemple que vous donnez, c'est celui de la valorisation que cherche une personne à travers sa piscine privée. Bon, elle peut se valoriser autrement. On revient à la question de reconnaissance de madame. C'est pas aussi simple que ça. Ce qu'elle dit, c'est une question d'usage. Elle a plein de petits-enfants
Et elle trouve que ce serait plus simple de les avoir sous le nez en ayant la piscine chez elle. Ce n'est pas une question de valorisation de sa personne, c'est une question de simplification. Je ne vois pas pourquoi j'interdirais. S'il y a de quoi faire, je ne vois pas pourquoi on Ah voilà, interdit. s'il y a de quoi faire. S'il y a de quoi la faire, je ne vois pas pourquoi on interdirait. S'il y a les matériaux pour le faire, si on a l'énergie pour le faire, si on sait que ça ne va pas pomper trop d'eau pour le faire, s'il y a toutes ces études qui sont faites, qui sont des études objectives, que l'on ne peut pas faire aujourd'hui parce que c'est chiffré monétairement, là, on peut non, c'est une gestion collective. Oui. C'est sur le sujet ou pas? Vas-y. Un volet éducatif, c'est-à-dire il faut bien préparer les gens à un changement. Voilà. Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de l'humain et de l'état dans lequel il est actuellement. C'est-à-dire le plus grand nombre actuellement, les gens perdent leur boulot, les gens n'ont plus de désir, c'est-à-dire de désir humain, ils ont de la consommation dans les tripes. Et ça, si vous voulez le changer, à un moment donné, il faut bien éduquer. Et là, à mon avis, ça rejoint un peu ce que disait madame, c'est qu'à un moment donné, le raisonnable n'existe pas dans l'homme actuel. Le raisonnable. Oui. C'est-à-dire vous êtes dans une échelle on parle de moralisation, de raisonnable, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas dans le raisonnable, c'est possible non, mais l'avoir ou oui, pas. vous êtes dans l'idée, et c'est très bien. Je veux dire, l'idée, elle est forte. Mais à un moment donné, l'humain, il est ce qu'il est actuellement. Et il faut arriver peut-être à l'amener à autre chose. Agis toujours de telle manière que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle de la nature. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, pense toujours, est-ce que je suis bien dans le sens de la nature, j'allais dire. C'est Kant, ce que j'ai dit. Et c'est le beau. Mais je veux simplement qu'on y réfléchisse. Qu'à chaque fois qu'on fait un acte de consommation, un acte de production, etc., il faut qu'on le replace dans l'univers, j'allais dire. Alors, moi je ne voudrais pas beaucoup travailler sur la question de Pierre, sur les services et les richesses, parce que là, on a abordé l'histoire de la piscine. Et dans le fait d'avoir une piscine chez soi ou proche de chez soi, il y a des richesses matérielles. Donc effectivement, si on démonétarise, voilà, ça marche bien. Moi, ça rentre bien dans le système que Jean-Paul décrit. Par contre, surtout, il y a beaucoup d'activités, pour ne pas prendre le mot que tu n'aimes pas, à produire pour que cette piscine existe, quoi. Il y a de l'activité à faire. Et en général... je ne sais pas, la grand-mère qui veut avoir une piscine pour accueillir ses petits-enfants, elle ne peut pas forcément faire cette activité-là pour que la piscine devienne une réalité. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une réflexion, parallèlement à la réflexion sur la dévalorisation monétaire des richesses, il y a aussi à avoir un travail sur les services, sur les activités que tu décrivais, quoi. Bon, c'est-à-dire que si on traite les richesses et la distribution directe des richesses, il ne faut pas oublier de traiter aussi la distribution, alors des services en tant que je reçois un service, mais aussi des services en tant que je le donne, ce service, je le fais, je le rends, quoi. Et cette activité-là, c'est là où peut-être le problème va se poser pour la piscine. C'est-à-dire qu'effectivement, je me demande, moi, s'il n'y a pas carrément, peut-être que c'est prévu dans la théorie distributiste nouvelle, mais à faire une espèce de symétrie entre les richesses matérielles et la distribution de ces richesses matérielles et la richesse des activités que l'on donne, sans les monétariser, bien entendu. Bien entendu. Et comment tu fais une équivalence? Voilà, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Monétariser, je viens. Voilà. Tu monétarises avec... Non, mais parce qu'il y a aussi une gestion de stock. Et Jean-Paul, il a parlé de gestion de stock. Il dit finalement, on peut remplacer, au lieu de gérer par une entité unique qui est complètement stupide, effectivement, cet argent qui ne retrace absolument pas des tas de manières de voir les choses de la vie, donc qui est réductrice tant qu'elle peut, au lieu de faire ça, mais on n'utilise pas cette entité commune, mais on utilise quand même un stock d'activités possibles. Et ce stock d'activités, il faudra bien qu'on en parle un peu. Ça fait partie des richesses. Bon, alors, de la transition, à un moment donné, tu as dit, dans ce système, les gens n'ont pas peur de manquer, donc
Sauf que, à un moment donné, tu as dit, il y a eu une remarque, tu dis, les gens dans ce système n'ont pas peur de manquer, donc, Sauf qu'à un moment donné, il y a bien une transition entre maintenant et ce système-là qui, effectivement, peut fonctionner en soi. Mais si la proposition n'inclut pas aussi une proposition de transition, c'est juste... Ça serait très bien de parler de la transition. Alors, effectivement, c'est un sujet. Jean-Paul, et après tu interviendras. Est-ce que je ne pourrais pas répondre tout de suite? Si, bien sûr, bien sûr. Ouais, tu peux y aller. Mais laisse-le terminer d'abord. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on ait des réponses aux problèmes. On a une proposition dans laquelle certains gens ne croiront pas. Ils n'iront pas dans ce sens-là. Proposition, ça me semble très facile. Dans les 3 mois, même moins. Dans les 3 mois, on peut localement se mettre, tous les gens qui savent pianoter sur un ordinateur, etc., peuvent aller demander aux entreprises locales de faire fusionner leur comptabilité matière. On est en train, par code-barre, de faire cette saloperie qui consiste à fusionner des fichiers informatiques sur les renseignements qu'on connaît sur les personnes. Je trouverais bien mieux inspiré de se concentrer sur une fusion de tous les fichiers locaux pour savoir quelles sont les choses disponibles localement. Alors, à partir de pardon. Elles ne vont pas dire que c'est disponible. Hein. Pardon. Il faut qu'elles acceptent de faire ce fichier. Alors, il faut qu'elles acceptent, mais la question est... Attends, non. Là, c'est les mots de conclusion. Là, on est vraiment sur le fond du problème. Le premier intervenant disait où est la philosophie? On est en plein dedans. C'est-à-dire, donc, ce qu'a dit la jeune dame là-bas, c'est... On est sur est-ce que ces besoins-là sont condamnables ou pas sur la piscine? Le problème, c'est qu'on est sur la philosophie de l'être humain. Est-ce que l'être humain va sur une notion de raison ou est-ce qu'il est fondamentalement homo homini lupus? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut présupposer, on revient à ta transition, est-ce qu'on peut présupposer qu'à un moment donné, l'homme ne sera pas dans ce besoin de la piscine qui en fait est complètement superfétatoire, complètement inutile, parce qu'en réalité, il n'y aura plus ta propriété privée, a priori. Tu n'auras plus ce phénomène-là. C'est-à-dire que ce système de propriété n'existe plus. Ta piscine, elle servira... Ta piscine... Non, mais dans le système que je mets en place, moi, dans le système que je mets en place de moralisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tout appartienne à tout le monde. Pour aller plus loin par rapport à sa remarque... Juste, je termine. Pour aller plus loin par rapport à sa remarque, je dirais, ma liberté commence, où commence celle de l'autre. Et non pas où elle finit. C'est-à-dire, par ma liberté, la liberté de l'autre existe. Et ma liberté commence où l'autre commence. Et donc, on est sur une autre notion. Cette notion de piscine, premièrement, tu n'en auras pas besoin. Et deuxièmement, si elle existe, elle sera pour tout le monde. Et pas uniquement pour tes petits-enfants. Voilà. Sur la question de la transition, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse ici. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va passer d'un système qui nous broie tous, à un système comme le distributisme que développe Jean-Paul, auquel j'adhère en grande partie, et je pense qu'il y a toute une profondeur philosophique à l'intérieur de ce système qui est très intéressant. Mais par contre, je ne pense pas que la solution kantienne soit une solution. Moi, tout ce que je retiens de l'histoire de la politique depuis Athènes, c'est le rapport de force. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on va arriver à passer d'un cadre institutionnel tel qu'il est aujourd'hui à un cadre local, puis global par cercle concentrique, comme décrit très bien la théorie de l'hypothèse de Jean-Paul. Ça, vraiment, moi, j'aimerais qu'on arrive à sortir des hypothèses vraiment carrées sur cette question, comment est-ce qu'on arrive à la fois à nous convaincre, et philosophiquement, et dans tout le travail sur le langage, parce que effectivement, le travail nous empoisonne de toutes ces valeurs qui reviennent, y compris chez nous, qui nous... Comment est-ce qu'on peut arriver à basculer, à faire en sorte que, effectivement, les gens adhèrent non pas sur une vision purement kantienne auquel je